mission. Avec ce vent fripon, n'est-ce pas? Nous sommes sur la ligne d'arrivée de Rodez sous une chaleur étouffante. Et tu crois que les coureurs ils vont arriver? Oui, ils sont super forts. Bon, pendant ce temps que Jade fait les classements, nous on va boire un coup. Allez. Ah non, c'est vrai, oui. Du lancer de bon. Bonjour vous deux. Comme vous pouvez le voir, Jade a dû croiser une piscine, ou vu son gabarit, une bassine. Donc je prends sa place. Belle victoire du Belge Van Avermaet devant Peter Sagan ici à Rodez. Étape de transition qui malgré la chaleur n'a donné aucun changement au classement. Chris Froome toujours en jaune. Peter Sagan, toujours en quête de victoire d'étape, consolide son maillot vert en prenant aujourd'hui la seconde place. Chris Froome, toujours atteint de varicelle, garde le maillot à pois. Quintana reste leader du meilleur jaune. Je quitte la salle de presse, je récupère la crevette, je la sèche et on vous rejoint pour l'interview du jour. On est à l'espace interview, ça le fait quand même, hein? Grave. Bon, c'est pas parce que t'es habillé en jaune que tu vas te prendre pour Froome, hein? Mais il nous fallait un lieu comme ça pour vous présenter notre invité du jour, Christian Prudhomme. Tout le monde regarde par là. Merci. Merci. Bonjour. Quel métier rêvais-tu de faire étant jeune? Journaliste. En fait, quand j'étais tout petit, je voulais être comme quasiment tout le monde vétérinaire parce qu'on avait un lapin à la maison et mon pauvre petit lapin était mort, on avait dit je vais être vétérinaire. Et puis j'étais pas assez bon en maths. Et de toute façon, ce que je voulais faire, c'était journaliste. Et journaliste, pourquoi? Parce que tout gamin, j'écoutais à la radio le Tour, je lisais tout ce qu'il y avait sur le Tour de France, je le regardais à la télévision. Et en fait, je suis devenu journaliste par le prisme du Tour de France. Voilà. Donc, voilà. C'est le seul métier que je sache faire, journaliste professionnel. J'ai fait ça pendant 18 ans, imaginez un peu la longueur. Hein. J'ai été journaliste pendant 18 ans. Vous imaginez par rapport à votre vie ce que ça représente? C'est pour ça que je te dis, tu mets sur un ticket de métro. Et ensuite, dans la tête, hop, tu y vas. Mais qu'est-ce qu'il faut pour être journaliste? Il faut d'abord de la passion, de l'envie pour le métier. Pas avoir envie de passer à la télé. Hein. Tout le monde a envie de passer à la télé. Hein. Puis ça représente rien, vous verrez en vieillissant, ça ne veut rien dire la télé. On s'en fout. En revanche, avoir envie d'être témoin. Oui, avoir envie d'être témoin, être là où les autres ne sont pas et leur raconter le plus fidèlement possible ce qu'on a vu. Donc voilà, c'était mon rêve, c'est toujours le métier que je fais. Aujourd'hui, c'est une mission, c'est un peu différent. Aurais-tu imaginé en arriver là? Je ne sais pas où je suis arrivé si tu veux, mais en revanche, j'ai jamais rêvé d'être directeur du Tour. J'ai rêvé de commenter le Tour de France, j'ai eu la chance de le faire à la radio, puis à la télévision. Ça, c'était vraiment formidable. Après, directeur du Tour, j'ai jamais rêvé d'être directeur du Tour, mais un jour, on m'a dit, voilà, et donc j'ai dit oui, c'est tout. Ce sont c'est les hasards de la vie, c'est pas tout à fait du hasard, mais la chance joue aussi, bien sûr, être là au bon moment. Rêvais-tu d'être cycliste étant jeune? Non, non, je rêvais d'être commentateur, j'ai rêvé d'être journaliste couvrant le Tour de France et j'ai eu de la chance de le faire à la radio puis surtout à la télé, c'est formidable. Il n'y a pas un meilleur endroit pour voir le Tour de France qu'être à la télé et être commentateur parce que tu vois les images des 2 hélicoptères et des 5 moto-images, chacun monte, tu vois absolument tout, c'est pas simplement ce que vous voyez chez vous, quoi. Tu vois tout ce qui se passe, donc c'est extraordinaire. Maintenant je vois moins, je vois les gamins qui courent en bord de la route plus que les coureurs, l'aspect sécurité, il est forcément pour moi c'est de très très loin le plus important. Comment se dessine un parcours du Tour? Eh bien, je descends à la cave et je regarde ce qui manque comme bouteille de vin. Et donc une année on va faire la Bourgogne, une année les vins de Bordeaux, une autre année le Champagne. Voilà. C'est un truc vraiment essentiel. Non, au-delà de la plaisanterie, c'est comment ça se dessine. Tu sais, on a beaucoup de figures imposées parce qu'il y a des cadres qui sont mis en place par la Fédération internationale, l'Union cycliste internationale. Donc le Tour, il fait 3500 km au maximum. C'est 3 semaines et 4 week-ends. Après, tu as les contraintes dues à la géographie de la France. C'est-à-dire que tous nos massifs montagneux sont au sud et à l'est. Hein. Si tu traces une droite du Pays Basque à l'Alsace, à gauche de cette droite, à l'ouest de Savoie, il n'y a pas du tout de montagne. Or, c'est là où les gens aiment le plus le vélo et le Tour en France. La Bretagne, le Nord, la Normandie. Donc il faut que tu y ailles
aille régulièrement. Mais c'est loin de la montagne, il faut la montagne. Donc voilà, on n'a évidemment pas envie de finir ailleurs qu'à Paris sur les Champs-Élysées. Donc toutes ces choses-là font que tu as beaucoup de figures imposées et que en fait le vrai choix c'est le lieu du grand départ, ce qu'on appelle le grand départ, donc le départ du Tour de France. En fonction de ça, un parcours se dessine, on sait où, à défaut de savoir précisément où on ira, on sait en tout cas où on n'ira pas, ça c'est sûr. Voilà. Et on travaille en permanence sur 3 tours consécutifs. Sur combien d'années d'avance travaillez-vous sur un parcours? Alors justement, on travaille sur 3 années consécutives sur un parcours et puis on a des candidatures autrement de grands départs qui vont jusqu'en 2020 aujourd'hui. On est en 2015, on a des candidatures qui vont jusqu'en 2020. Là, je suis allé aux toilettes là, tout à l'heure. Aux toilettes, il y a 2 personnes qui m'ont parlé de 2 villes, tu vois, déjà aux toilettes. Il y avait que 2 personnes, heureusement. S'il y en avait 3, il y aurait 3 villes. Mais... Donc un m'a dit quand est-ce que vous allez à Auch et l'autre m'a dit quand est-ce que vous allez à Cholet. Tout ça aux toilettes. Il y a 2 minutes, on vous m'avez vu passer, tac, ça, tac, 2 villes. D'accord, merci. Depuis qu'on est arrivé ici, on s'est rendu compte que le Tour est une grande famille dont on fait maintenant partie. Toi qui as fréquenté tous les sports, est-ce le cas dans les autres compétitions sportives? C'est très différent le Tour parce que c'est l'itinérant, c'est-à-dire pendant 3 semaines, on est ensemble, on croise des gens pendant 3 semaines, puis on va les recroiser l'année suivante, on va les recroiser sur d'autres courses, beaucoup plus que pour d'autres disciplines sportives. C'est la longueur du Tour qui fait ça. Et t'as pas beaucoup d'équivalents. Les tournois de tennis, c'est plus court, les tournois de tennis, l'itinérance apporte quelque chose. Le fait de voyager ensemble, de se retrouver, aujourd'hui on est à Muret, alors on sera à Rodez, demain on sera à Mende, tout ça fait qu'il y a des liens différents qui se tissent puisque tu rencontres les gens dans des villes différentes, dans des régions différentes. Donc non, je pense que c'est vraiment différent, qu'il y a effectivement un sentiment de famille qui n'existe pas ailleurs. Penses-tu qu'un départ d'un quartier populaire ne sensibiliserait-il pas un nouveau public sur le Tour de France? Certainement, bien sûr. Ça c'est déjà fait, mais ça se fait rarement. Il y avait des jeunes des quartiers, mais vous les avez vus à Rennes? Vous y étiez à Rennes? Où est-ce que je t'ai revu, non? Non, parce que c'est pareil. Il y avait des jeunes des quartiers qui étaient là à Rennes, qui étaient tout mignons, tout sympas, qui avaient le même t-shirt que vous, etc. Bien sûr que oui, c'est le combat de l'association au pied des tours. Oui, sans aucun doute. Dire sensibiliser tous les jeunes, partout, sans exclusive, à ce qu'est le Tour de France, parce que le Tour de France, c'est une chance pour tout le monde. Vous le voyez bien, il y a des sourires partout, c'est un moment d'insouciance. Puis ce sont des souvenirs, quand on a votre âge, on s'en souvient toute sa vie. Les souvenirs que vous avez aujourd'hui, vous vous en souviendrez toujours. Donc oui, c'est quelque chose d'important. Nous savons que la mairie de Toulouse n'a toujours pas déposé de candidature pour notre ville. On va y travailler dès la rentrée prochaine. Défendras-tu à nos côtés notre projet? Oui, parce que c'est un beau projet, parce que ça fait des années que vous êtes sur le Tour avec cette volonté-là. C'est un peu comme les sportifs en général, les coureurs cyclistes en particulier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher, il faut être pugnace. Un jour, ça finit bien par payer. Utrecht, on a fait le départ là, Utrecht aux Pays-Bas. Tu sais combien de temps ils ont été candidats? 13 ans. Ils ont attendu 13 ans, 13 années, alors pour vous c'est encore plus long. Pour moi 13 ans c'est rien, j'ai 112 ans. Mais pour vous c'est long, hein. Et merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir encore accueillis sur le Tour de France. Avec grand plaisir, vous êtes très sympas. Merci beaucoup Jade et Margot pour cette interview. Je suis avec les joueurs du Phoenix. C'est quand que vous vous mettez au vélo? On essaye, mais c'est vrai que c'est un sport difficile et on n'excelle pas dans ce sport-là. Allez Toulouse! Bonjour, comment vous appelez-vous? Patrick Chassé. Pouvez-vous nous présenter l'étape de demain? Oui, demain c'est une étape que les suiveurs connaissent bien, ils l'ont découverte il y a 20 ans. Et cette année-là, il y avait eu un fait marquant. Laurent Jalabert non seulement avait remporté l'étape, donc c'était le coureur français, l'un des 2 coureurs français les plus emblématiques avec Richard Virenque à l'époque, et surtout il avait fait vaciller le maillot jaune à l'époque, qui était Miguel Indurain. On a bien cru ce jour-là qu'il allait réaliser un exploit extraordinaire. C'était un exploit. Il n'a pas gagné le Tour de France pour autant, mais il a marqué durablement de son empreinte cette étape qui se termine sur les hauteurs de Mende. À tel point d'ailleurs qu'on a donné le nom de la côte d'arrivée à celui qui s'y est imposé la première fois, Laurent Jalabert. C'est la montée Jalabert, c'est en tout cas comme ça qu'on l'appelle maintenant. D'accord, merci. Nous sommes bien avec le roi des animaux, il est aussi un indispensable du Tour. D'ailleurs c'est lui qui va lancer le défi des pitchouns. Bonjour, alors prêt pour le défi des pitchouns? Je suis prêt, pas de souci. Alors votre nom?
Bernard. Ok, donc Bernard, on va vous donner des surnoms de cyclistes et vous allez devoir me dire leur prénom. Allez, vas-y, dis-moi. Hulk. Sagan. Tiblan. Vauclair. Spartacus. Cancellara. Le Kenyan blanc. T'es quelle manotte? El Pistolero. Contador. Le gorille de Rostock. Greppel. Le scarabée. Je sais pas. Là, tu m'as collé. Le papillon de Maastricht. Tu m'as collé. L'express de Cotibus. Et tu m'as encore collé. El Mbato. Tu m'as collé. Le faucon. Je sais pas. Le requin de Hencourt. Tu m'as collé, j'en connais pas, hein. Le requin de Messine. Nibali. Mimosa. Chavanel. L'homme de l'île de Man. Cavendish. Burrito. Rodriguez. TVG. Je sais pas. Le voleur d'orange. Je sais pas non plus. Yvan le Terrible. Non, je sais pas. La feuille. Non plus. Merci d'avoir participé. De rien. Nous sommes avec notre pote Avatar Festina. Une petite danse pour lancer les instruments du tour? Bah, bien sûr. Allez. Bonjour Julien. Alors, quel est ton rôle sur le tour? Je m'occupe de toute la partie animation, notamment aux arrivées où je gère tous les partenaires qui viennent faire des animations pour le public. Et quelle est ta journée type? Alors le matin on arrive, on cherche tout d'abord des parkings pour installer tous les camions logistiques qui vont servir ensuite aux animations pour distribuer leurs goodies. Une fois qu'on a trouvé les parkings, on les communique en fait aux partenaires, ils s'installent. Et ensuite je vais greffer autour de ça toutes les autres animations qu'on appelle animations fixes. C'est les stands en fait des partenaires qui sont censés démarcher le public ou leur donner des cadeaux, leur faire je sais pas, une expérience. Voilà. Donc c'est plein d'animations qu'on met autour de toutes nos structures qu'on installe à la base. D'accord, merci. De rien. Voilà la fin de l'émission, j'espère que ça vous aura plu. Nous, j'aimerais bien qu'on ait une piscine ou quelque chose qui nous rafraîchisse. Quelqu'un aurait un don? Si, moi je l'ai. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it.